Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Avant de commencer cet épisode, j'ai un petit service à vous demander. Si vous aimez ce podcast, si vous êtes des auditeurs assidus ou tout simplement de passage et que vous voulez m'aider à augmenter la visibilité de Dans le Pod Yaourt, n'hésitez pas à noter les épisodes sur les plateformes d'écoute, à les commenter et à les partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aiderait énormément. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 9. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme aux multiples talents et aux multiples casquettes, appelez ça comme vous voulez. D'abord musicien et producteur de musique, si vous êtes habitué des salles de concert, il n'est pas impossible que vous l'ayez déjà vu sur des scènes havraises. Il est aussi aux manettes de plusieurs projets culturels, souvenez-vous, la fameuse compile I Love LH, c'est lui. Et plus récemment, il a allié ses talents avec ceux d'Emmanuel Brochek pour créer le festival Béton. Et enfin, dernière casquette, celle d'entrepreneur, puisqu'il est à la tête depuis 2006 d'Intro, une agence de communication, et il est en ce moment en train de plancher sur une folle idée dont il va forcément nous parler. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Julien Burel. Salut Julien. Salut Pierre. Bon Julien, on va pas se mentir, on va pas mentir aux gens qui nous écoutent. Tu vas dire la vérité ? Je vais dire la vérité. Tu vas balancer ? Ouais, je vais balancer. Ok. Je vais balancer. Julien, on s'est déjà vu. Bon, dans la vie. Une petite impression de déjà vu. Ouais, il y a une petite impression de déjà vu. On s'est déjà vu surtout parce que ce qu'on est en train de faire là, on l'a déjà fait. Ouais. On l'a déjà fait il y a moins de 15 jours. et ce qui devait arriver arriva. Voilà, j'ai malencontreusement effacé l'épisode qu'on a réalisé ensemble. C'est que j'avais dû dire beaucoup de conneries, je pense. Ben, moi aussi alors. C'est le destin qui nous a punis. Et donc, ouais, voilà. Ouais. Et finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Eh ben écoute, on va voir ça. Peut-être que celle-là va être meilleure. Eh ben franchement, il y a pas de doute. Il y a pas de doute. Non, la première fois que ça m'arrive de ma vie, voilà, j'ai malencontreusement effacé ton épisode. Donc évidemment, on va essayer de faire aussi bien. Et excuse-moi encore une fois, mon cher Julien. Aucun problème. Celui-là, il enregistre et c'est sûr. J'ai ramené mon petit truc là pour directement le mettre sur l'ordi après. Donc là, il y a plus de soucis. T'inquiète pas, c'est cool. Il sera dans la boîte. Bon, Julien, je le disais en intro, beaucoup de casquettes, beaucoup de choses que tu fais dans la vie. Intro, déjà, la musique, la culture, pas mal de choses. Ça te plaît un peu d'être sur tous les tableaux comme ça ? Ouais, bien que rien ne soit vraiment calculé à la base, ouais. Mais j'ai tendance à avoir des pulsions créatives et essayer de les concrétiser le maximum possible. Donc, ouais. Donc c'est ce que je fais depuis. J'ai l'impression que je fais ça depuis toujours. Et c'est cool parce que du coup, dans la quarantaine bien tassée, je me dis qu'on a déjà fait pas mal de choses et puis qu'il reste encore plein de choses à faire, donc c'est chouette. Tu dis pulsion créative, on te propose des choses, c'est toi qui les imagines, comment ça vient un peu dans ta tête ? Est-ce que tu dis oui à beaucoup de choses ? Non, je dis pas oui à beaucoup de choses. Il faut vraiment que ça m'excite. Et effectivement que je l'ai pas déjà fait avant. Mais effectivement, on va dire, les 3/4 du temps, c'est des idées que j'ai. En général, j'en parle un peu autour de moi et puis on voit comment on peut les concrétiser. Et quand on voit qu'en fait les planètes commencent à s'aligner, bah on y va. En fait, on se lance un peu tête baissée. Et souvent, c'est même un peu inconscient. Hein. C'est très souvent arrivé qu'on se dise mais pourquoi on a fait ça ?
Tu sais, Ouais. souvent à la veille, à quelques jours des événements qu'on monte, on se dit mais pourquoi on s'est lancé dans ce truc? Et finalement, après c'est cool, avec le recul, ça crée des beaux souvenirs, ça crée des belles choses. Tu dis qu'il faut une part d'excitation pour te lancer pleinement dans un projet. Qu'est-ce qui t'excite particulièrement à la base sur les projets que tu réalises? En fait, je crois que j'aime bien la page blanche. La page blanche, souvent, ça angoisse les gens. Ouais. Et moi, c'est la partie qui m'excite le plus. Quand il y a tout à écrire, tout à penser, tout à imaginer, et puis savoir s'entourer des bonnes personnes, des bonnes équipes, et pouvoir... Ouais, effectivement. En fait, c'est génial, la page blanche. Tout est possible. On peut ouvrir toutes les portes. Et c'est ça qui est excitant. Et j'ai presque envie de dire, l'inverse, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça tourne un peu trop, et puis que c'est devenu une rengaine... Quand ça m'excite plus, j'ai tendance à vouloir passer à autre chose. Et toi, t'es plutôt du genre à structurer ta page blanche ou à partir complètement dans tous les sens? Non, ça part dans tous les sens. Ouais. Ouais. C'est pour ça que souvent je m'en mords les doigts. Parce qu'il y a beaucoup de choses en même Trop temps. de choses. Ouais. Peut-être même que dans un projet, il y a plusieurs projets en fait. Déjà d'une, Ouais. et puis comme on n'a que 24 heures dans une journée, il y a des moments où c'est compliqué. Comme tu disais, j'ai plusieurs casquettes et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des périodes où je devais faire rentrer plus de choses dans une journée que ce qui était possible, et finalement à la fin de la journée être frustré parce que j'ai pas pu tout faire. Mais Et comment tu priorises? à l'urgence. À l'urgence. À l'urgence, ouais. Très, très, très Et bonne souvent, réponse. ça change d'une heure à l'autre. Ouais. Je le disais, Julien, tu fais beaucoup de choses dans ta vie. Il y a une chose particulière que tu fais, c'est ta passion, c'est la musique. T'en fais depuis très très longtemps. Quel est ton rapport à la musique? J'ai toujours fait de la musique. En fait, moi, j'ai la chance. J'ai été au collège Belle-Étoile à Montivier. Et au collège Belle-Étoile à Montivier, dans les années 90, on avait un prof de musique, Monsieur Lemaître. Je sais pas s'il est toujours... On l'embrasse, Monsieur Lemaître. Ouais, je sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas, il a fait un truc génial, c'est qu'à côté de sa salle de musique, Ouais. sa classe, il avait créé une petite salle de musique assistée par ordinateur. Et on est dans les années 90, c'était vraiment les tout Personne ne débuts. faisait ça. Ouais. Et en fait, c'était génial parce qu'il nous a appris à manipuler les machines, comment se servir d'un synthétiseur, d'un expandeur, d'une carte son. Et c'était incroyable de faire ça, en fait. Surtout dans les années 90. Ouais. Et ça nous a... Plutôt même le début des années 90. Ouais. Et ça ne m'a jamais quitté. Mais ça ne m'a jamais quitté... ça a toujours été une passion, ça a toujours été un à côté. J'ai toujours eu des activités professionnelles et je me suis jamais lancé corps et âme dans la musique en me disant que je voulais en faire une carrière. Pas du tout. Effectivement, il y a un petit peu plus de 10 ans, en rencontrant Gaëtan Le Calvez, Sébastien Rowe et William Karadjian, on a monté le groupe Nuit. À la base, on devait faire un EP, et puis en fait, on a eu un coup de chance. On a fait un concert, et dans ce concert, il y avait un journaliste du Monde qui était là. Après notre premier concert, on a eu une pleine page dans le Monde 2 jours plus tard, ce qui a mis un gros coup de projecteur sur nous. C'est souvent et comme ça que ça part, le petit coup de chance aussi. C'est un vrai coup de chance, qu'on a eu. Et du coup, ça nous a embarqués dans une aventure qui a duré et qui dure encore, parce on est en train de mettre les dernières touches à notre premier album. Donc après 10 ans, mais on a fait 4 EP, on a fait beaucoup de choses. En 10 ans. Il aura fallu le temps. Il aura fallu le temps. Premier album. Ouais, mais comme je te dis, on a fait beaucoup de choses à côté, à la fois individuellement, on a chacun des projets à part, et en même temps, avec lui, on a fait des dates, on a fait des créations, on a fait qui sortent un peu du cadre type de l'album classique. Et voilà. Et puis... Printemps de Bourges aussi avec... On a fait Printemps de Bourges, ouais. Avec Nuit, on a fait Printemps de Bourges, on avait fait Beauregard, on a fait Les Déferlantes à Argelès, on a fait Garo Rock, enfin on a fait des gros festivals, c'était chouette. Comment s'appelle à Rouen, vous avez fait un truc aussi... Les concerts de la région, ouais. Ouais, c'est ça. On avait fait les concerts de la région. Ouais, donc pas mal de... Première partie de Fauve. Première partie de Fauve. À l'époque. Ouais, pas mal. Ouais, donc pas mal de choses depuis quand même 10 ans, mais le premier album là, bientôt. Là, bientôt, ouais, on est en train d'y mettre les dernières touches. Ouais. J'ai pas de date de sortie. Je peux pas te dire, tiens, ça va sortir à telle date parce que il y a beaucoup d'éléments qu'on maîtrise pas encore. Mais
mais c'est cool. Au-delà de Nuit, il y a aussi un projet là récemment que tu as monté tout seul. C'est la première fois en 30 ans d'expérience de musique que tu te lances tout seul. Dans un projet quelque chose. solo, ouais, impulsé par mon fils. Ouais. D'ailleurs. En fait, Chez Roméo. ouais, qui, voilà, pendant le confinement, j'ai produit Ouais. pendant les périodes de Covid. Et en fait, j'avais vraiment beaucoup de morceaux et tout ne pouvait pas aller sur Nuit. Et donc, à un moment, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être assez pour faire un album. Et puis, ça m'a permis aussi d'ouvrir à d'autres artistes. L'idée, c'était vraiment de collaborer avec d'autres personnes, des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs, des rappeuses, et de voir seul, qu'est-ce mais que ça pouvait finalement donner. pas si seul. Non, c'est ça. Ouais. Projet solo, mais collectif. Ouais, voilà. Ben, un peu comme tout ce que je monte. Tout ce que tu fais, c'était le but clairement tu disais, t'as accumulé un petit peu les morceaux là pendant le confinement, et c'était un peu le but d'aller les partager avec des artistes que t'aimes. Dans le Ouais, coin. c'est ça. C'est aussi une façon, encore une fois, de sortir de sa zone de confort, parce que quand on se confronte à d'autres artistes qui ont d'autres façons de créer, et ils ont une approche à la création qui est encore différente, en fait, ça ouvre les chakras, et c'est super intéressant. On travaille pas du tout de la même façon avec un tel ou un tel, et c'est génial en fait, c'est génial, et je pense qu'on s'alimente mutuellement. Et ça nous fait, je pense que ça nous fait grandir aussi dans notre façon de créer, de produire et de voilà. Et quels sont les artistes qu'on peut retrouver sur ce projet solo? D'ailleurs, on n'a même pas dit son nom. Donc l'album, enfin mon alias musical, c'est Disc, D'accord. D-I-S-C. Ouais. L'album s'appelle Friends. Ok. Justement, parce que j'ai bossé avec plein d'amis. Plein de potes, ouais. Et, il est sorti déjà. Il est sorti. Il y a un site qui s'appelle lamaisondedisque.fr. Le mec qui fait ça comme, tu sais. Okay. Lamaisondedisque.fr où on peut écouter les titres, on peut encore commander l'album en vinyle. Et du coup, les artistes avec qui j'ai collaboré, alors il y a le chanteur de Nuit qui a chanté sur mes morceaux, c'est Will Karajan. Autant se servir à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Juliette, qui a son projet White Velvet, Marla Wallace, qui tourne pas mal en ce moment, Sheraf, qui est un artiste que je suis depuis 20 ans et qui va sortir aussi un double album là bientôt, et c'est une pépite son album, voilà. Et j'en oublie, Amandine Robillard, qui travaille sur les podcasts au monde, qui est une musicienne hors pair, et j'en oublie, je crois. Multiples talents. Ouais. Mais c'était génial de bosser avec tous ces gens. Et comment tu les as choisis, tous ces artistes? Est-ce que c'est des artistes que j'imagine que t'aimes beaucoup? Alors déjà, c'est des artistes que j'admire, et puis c'est aussi des artistes que je connais. Donc, dans mes phases de création, j'envoie des maquettes, des démos, et je vois ce qui se passe. Et parfois, il y a du répondant, et on se dit, voyons-nous en studio, et voyons ce qui se passe sur un temps de création ensemble. Et ça a donné cet album de 13 titres, 14 même, parce qu'il y a un inédit qui est sorti en plus, que je vais pas tarder à sortir en plus de l'album. Qui était pas prévu. Charlotte Swansky, j'ai oublié. Okay. Charlotte Swansky, son pseudo c'est Rosie Louis, pardon. Et on a fait 2 titres ensemble qui sont, dont je suis très content. Ça fait combien de temps qu'il est sorti là, l'album? Il est sorti en fin d'année 2024, ça fait un mois et demi. T'es content? T'as des retours? Comment ça se passe? J'ai des bons retours, ouais, je suis content. Après, mon défaut, c'est de pas. Maintenant qu'il est sorti, j'en fais pas trop à part là à ton micro. Ouais. Mais j'ai pas trop fait de promo ni de. J'ai un peu du mal à faire de la com pour moi-même. De l'autopromo, ouais. De l'autopromo, c'est compliqué. Ouais, évidemment. C'est super compliqué. Je suis surtout en train de faire le suivant là. J'ai déjà une dizaine de titres pour l'album qui va arriver. Ouais, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Une fois que tu as terminé un projet, on le met un peu derrière pour se concentrer déjà sur le prochain. Sur celui d'après, ouais. Et c'est quoi le prochain? C'est le nouvel album de Nuit. Alors il y a l'album de Nuit qui va sortir voilà, il y a l'album de Nuit qui va sortir normalement en 2025. Et moi je suis en train de travailler sur le deuxième album sous mon alias Disc. Voilà. La musique forcément fait partie de ta vie, c'est une grande partie de ta vie. Ça se rapproche d'une autre passion que tu as pour la culture. La culture en général, tu as organisé tout au long de ta carrière pas mal d'événements culturels. Ouais. Et si je ne m'abuse, l'un des premiers, ou en tout cas l'un des premiers qui a fait parler, c'était en 2008 avec les compiles I Love LH. Tout à fait. Raconte-nous un peu cette histoire, comment t'en es arrivé, qu'est-ce que c'est d'abord I Love LH et comment t'en es arrivé là? En fait, effectivement, dans mon entourage, je connais beaucoup de musiciens, musiciennes
producteurs, productrices et vraiment des gens de talent. Et parfois, je trouvais que ils n'avaient pas la lumière sur eux qu'ils méritaient. Et donc, en 2008, je venais juste de créer mon agence de com et on s'est dit tiens, ce serait cool qu'on édite une petite compile justement en mettant les artistes qui sont un petit peu en dehors des radars. Et on a fait ce I Love LH volume 1 et on l'a accompagné d'une soirée au Cabaret Électrique. Et le Cabaret Électrique, pour les anciens qui était la salle de musique actuelle havraise sous le volcan. Exactement. Là aujourd'hui il y a la bibliothèque et pas que, parce que maintenant il y a la bibliothèque, mais avant c'était la Colombe. Il y a la Colombe. Ouais, c'est plutôt la Colombe. T'as raison, c'est plutôt la Colombe. Et donc on a fait cette compile et on avait mis une vingtaine d'artistes dessus. Et en fait, une fois qu'elle est sortie, on a commencé à recevoir plein de mails de gens qui auraient voulu être sur un volume 2, qui voudraient être sur un volume 2. Plein d'artistes du coin. Et donc, on s'est dit, plutôt que de refaire une compile comme ça, on va faire un appel à candidature. Donc, on a créé une page web. En gros, n'importe qui pouvait candidater. Ensuite, on a créé un collectif, un petit jury pour sélectionner la vingtaine d'artistes qui allaient être sur le volume 2. Et puis ça a continué comme ça jusque il y a eu 10 volumes de la compile. À la base c'était un one shot. Shot. Venez, on fait une compile, on fait un concert ou deux peut-être et puis on va s'arrêter là. Et de la compile est né le festival We Love Le Havre. Ouais. Dont le but était de faire jouer les artistes qui étaient sur la compile, mais dans différents lieux du Havre, y compris des lieux qui n'accueillent pas forcément de la musique. Et ça, c'était intéressant de sortir un peu des cadres un peu classiques. Ouais, exactement. Puis aussi d'aller à la rencontre d'autres publics. Enfin, c'était génial d'organiser des concerts dans le MUMA à l'époque, ou dans le Muséum d'Histoire Naturelle. Enfin, vraiment l'idée, c'était de décloisonner au maximum. D'ailleurs, on a, à côté de la compile CD qu'on avait créée, on s'est dit que ce serait bien aussi d'ouvrir à d'autres disciplines artistiques. Donc on a ouvert aux arts graphiques. Et à partir du volume 3 ou 4, on sortait une compilation graphique associée où des artistes, des peintres, des graffeurs, des gens qui font de la BD, des illustrateurs, des typographes proposaient des projets. Et en fait, on éditait des compiles qui avaient à chaque fois une forme différente. Un coup, c'était une pochette, un coup, c'était un bouquin. Et en fait, pareil, on l'a distribué en même temps que le CD. Cette expérience I Love LH, ça part d'un constat et d'une volonté hyper altruiste à la base, vouloir mettre en valeur les artistes du coin que tu aimes et tu le disais, qui n'ont pas forcément assez de lumière, en tout cas à ton regard. Ouais, parce que je crois que l'artiste de base est pudique et a pas forcément confiance en lui ni dans ce qu'il fait. Je fais pas de généralité, mais il y a une vraie pudeur à dire coucou, je fais de la musique, écoutez ce que je fais, et de franchir, dur de démarcher, et de franchir les portes d'une SMAC ou des structures effectivement, qui peuvent accompagner. Il faut avoir confiance, il faut avoir confiance dans son projet. Et parfois, les gens savent pas trop par quel bout prendre leur projet. Ils font de la musique, mais ils connaissent pas l'écosystème autour de ça. I Love LH a permis justement de découvrir des gens qui étaient des artistes qui étaient en dehors des radars, et aussi de les mettre en lien avec justement cet écosystème, les permettant de s'ouvrir les portes de professionnels qui peuvent les accompagner au-delà de la compilation. Et c'était important pour toi de te servir de ton expérience musicale, de ton expérience dans l'événementiel pour justement mettre en valeur tous ces artistes que toi tu aimais? Je vais même te dire, tu parles d'expérience, mais j'avais pas vraiment d'expérience à l'époque. C'était du feeling, en fait. On se disait, faisons un appel à candidature. En fait, on voyait qu'il y avait plein de gens de talent, on s'est retroussé les manches, on a fait le truc, et puis ça a marché. En fait, d'un seul coup, ça a pris. Même ça a pris bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, puisque ça a duré très longtemps. Toutes ces compiles et tous ces concerts, presque 10 ans. Même si moi j'ai arrêté en cours de route, ça a été retransmis à une autre équipe derrière qui a pris le relais. Et en fait, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça ne s'arrête jamais. On n'arrive jamais au bout du quota d'artistes locaux. Il y en a toujours des nouveaux. Il y a toujours des pépites. Et chaque année, on était surpris. Chaque année, on découvrait des nouveaux artistes. Il y avait... C'est un puits sans fond. Ouais, et c'est génial. Et surtout à l'échelle d'une ville comme Le Havre, c'est
c'est génial de se dire qu'il y a autant de talents dans cette ville. Enfin, ils méritaient d'être vus et reconnus, quoi. Si tu devais garder un ou deux souvenirs de cette époque, lesquels tu pourrais nous partager ? Cette première compile qui, comme je te disais, le Caméra électrique, ça contenait 450 places et on a eu, ce soir-là, il y a eu 1400, 1500 personnes qui sont venues. Du coup, la salle était remplie et le parvis du volcan était rempli de monde. Oui, j'étais là, je m'en souviens. C'était blindé. Donc ça a été une vraie belle surprise parce que il y avait une sorte de réponse à une conviction qui était ce projet il est utile, il a du sens, et d'un seul coup on voit l'engouement qu'il y a autour du projet, et même au niveau de l'identité qu'on avait créée, I Love LH, on a vu les gens se l'accaparer, on s'est dit tiens, il y a quelque chose de très revendicatif qu'on n'est pas les seuls à vouloir porter, et c'est vrai que cette identité et cette marque I Love LH que vous avez créée avant la fameuse marque LH. En même temps. On a créé nos projets en même temps. Un petit peu avant, quand même. En même temps, parce que j'ai souvenir que quand on a édité nos premiers t-shirts. Il y avait eu un petit conflit. Non, il n'y a pas eu un conflit, pas du tout, parce qu'on s'est échangé des t-shirts. Ah ouais, cool. Ouais. Alors, comme échange de maillot à la fin du match. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il y avait une soirée où Alix, on s'était échangé un t-shirt I Love LH contre un t-shirt LH original. Ouais. C'était rigolo, quoi. Bah ouais, effectivement, c'était un peu le début aussi de cette phase revendicatrice de l'appartenance. Exactement. Et puis il n'y a pas de compète quand on cherche à promouvoir le Havre, en fait. Il y a pas, personne dit moi je revendique plus fort que toi, quoi. Non, en fait, c'est génial que plus il y a d'initiatives qui visent à mettre la ville en valeur, et mieux c'est pour tout le monde. Cette expérience effectivement de création de compile, d'événementiel, t'a forcément servi quelques années plus tard, puisque au détour de tes relations, tu as rencontré Emmanuel Brochek, avec qui tu as monté Béton. Tout à fait. Du coup, quelques années avant, on s'était vus pour faire connaissance. Lui me présentait Hello Birds, qu'il avait monté à Etretat. Moi, je présentais I Love LH. On se disait que ce serait bien qu'on bosse ensemble. On a bossé un tout petit peu. On l'avait aidé sur un projet pour Hello Birds. On avait édité un bouquin. Pareil, un bouquin justement visant à mettre en valeur le territoire à travers de photos et d'artistes graphiques. Mais toujours le même objectif. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait exactement le même objectif et le même amour pour la ville, et de vouloir absolument la mettre en lumière. Vraiment, ça relève de la mission, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Et parce que moi, j'ai connu Le Havre étant ado, et c'était décrié. Est-ce que c'est pour ça justement qu'on... Je sais pas, faudrait que j'en parle à un psy. Mais mais je cherche encore la réponse. Hein. Tu vois, c'est pour ça que je te pose aussi la question, parce que c'est à peu près la même chose pour moi. Mais je crois que quand tu décèles de la beauté dans un truc que tout le monde trouve moche, t'as envie de montrer à tout le monde que les gens se sont trompés. Donc la volonté, c'est de dire vous vous trompez la vision que vous avez, elle est pas bonne. Et je vais essayer de vous montrer que vous vous trompez. Exactement. Et moi, le nombre de potes que j'ai fait venir au Havre, je leur dis venez passer un week-end, et qui sont repartis et avaient changé d'avis sur la ville. Mais encore une fois, ça relève de la mission, et je me sentais, j'étais content d'avoir fait mon acte citoyen de citoyen vrai, de dire cette ville est super. Et c'est ce que tu fais avec le Polyyaourt. Moi, j'adorais un jour aller à la mairie et demander un badge d'ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui j'habite à Paris, mais comme toi, j'essaie de ramener le plus possible de copains dans le coin. C'est pas toi d'ailleurs qui avait rencontré... T'avais pas un t-shirt I Love LH que t'avais rencontré un autre mec qui avait un t-shirt I Love LH dans Paris. Dans Paris, ouais. Pas loin de la gare Saint-Lazare, donc à mon avis, tu vois... Je me souviens de cette histoire où tu l'avais croisé, vous étiez regardé, vous avez fait connaissance parce que vous aviez tous les deux un t-shirt I Love LH. Exactement. Putain, j'ai aucun souvenir de son prénom. Julien, il s'appelait aussi. Julien ? Il m'en a parlé il y a pas longtemps. Ah bon ? Ouais, incroyable. On était Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, donc vraiment pas loin de Saint-Lazare. Et effectivement, c'était fin des années 2000, donc 2008-2010, en plein I Love LH, quoi. Effectivement, j'avais croisé ce mec et on avait parlé 5 minutes. C'était incroyable. Maintenant, des gens avec des t-shirts LH à Paris. Il y en a plein. C'est vraiment pas rare d'en croiser. Et même au-delà de la gare Saint-Lazare. Il y a une actrice qui joue dans un film. Merde, j'ai oublié le nom du film.
qui a fait une interview il y a pas longtemps et pourtant elle est canadienne et elle a un t-shirt LH original. Eh ben écoute, on va chercher. Ouais, je vais te retrouver ça. On va chercher cette personne parce que ça m'intéresse aussi. Moi, ça me fait toujours marrer, tu vois, de voir des petits signes comme ça. Voilà, c'est toujours assez cool, surtout loin en fait carrément de la ville. Ouais. Donc c'est toujours rassurant de savoir que la marque voyage un peu. Pour revenir à Emmanuel Brochac. Ouais, pour revenir à Béton, de mémoire, un festival comme ça en centre-ville, alors à part les fêtes de la musique qui ont pu être organisées ici, c'était un peu du jamais vu. Ouais, c'était du jamais vu de vouloir croiser les disciplines, c'est-à-dire au-delà d'un festival de musique qui pour le coup peut exister n'importe où. Là, l'idée, c'était d'y associer une dimension architecturale, donc de présenter la ville sous son aspect béton et monumental, et la gastronomie avec la criée qu'on a créé. La musique, la gastronomie, l'architecture. C'est ça. Et l'architecture, encore une fois, quand on a créé Béton, et je dois reconnaître que le nom Béton, c'est Manu qui l'a trouvé, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est génial. Enfin, ce nom, il est génial. Et du coup, c'est vrai que créer un festival juste de musique, c'est pas intéressant. Là, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir faire des conférences, d'avoir des vrais sujets en rapport avec la ville. Un des sujets, par exemple, que j'avais adoré, c'est comment mettre du vert dans du gris, qui correspond à comment mettre de l'écologie dans une ville en béton. Il y a, au-delà des conférences, on a essayé aussi de proposer à tout un tas d'artistes ou de talents de présenter la ville au travers d'une balade. Donc on a organisé une 30aine de balades et l'idée c'était que par exemple une illustratrice emmenait un groupe de 10 personnes et montrait les endroits qu'elle aimait bien dessiner au Havre, et du coup elle dessinait avec eux, leur montrait des trucs. Il y a des photographes aussi, quels sont les meilleurs spots pour photographier. Il y avait les balades en skate, les balades gastronomiques où l'idée c'était d'emmener des groupes de personnes, de prendre l'entrée dans un restaurant, ensuite d'aller dans un autre restaurant pour prendre le plat principal. Incroyable. Et de prendre le fromage dans un autre restaurant, le dessert dans un autre restaurant, et le café au Cargo Coffee Shop, par exemple. Et voilà, l'idée c'était vraiment de dire, de toute façon on a toujours dit qu'on mettait le Havre en tête d'affiche du festival, et d'essayer d'avoir des regards différents sur la ville, que ce soit l'illustrateur, le photographe, le peintre, le restaurateur, qui ont chacun leur vision de la ville, et de communiquer leur passion du Havre au travers de ce qu'ils font et de leur talent. Mais toujours en ligne de fond, cette volonté de mettre cette ville en avant. Ouais. Tu te rends compte que dans tout ce que tu fais, il y a ce point commun à chaque fois. Ouais, mais je suis très enraciné dans ma ville. Et, c'est... je vais pas dire que j'ai le Havre comme passion, parce que ce serait trop, mais pourquoi pas. Non, mais il y a vraiment ce truc de revendiquer que cette ville, elle est géniale. Elle est géniale, elle est pas géniale rien qu'en tant que ville, elle est aussi géniale par rapport aux gens qui y habitent, aux gens qui créent, aux gens qui montent des boîtes, mais c'est d'ailleurs ce que tu fais avec le podcast, c'est de montrer toute la richesse de talent qu'il y a dans cette ville. Et c'est... On me demande souvent si j'arrive un peu au bout de ma liste d'invités potentiels. Non, j'en ai une dizaine encore à filer. Je réponds souvent que je peux faire minimum 10 saisons. Et en fait, vraiment, j'avais une liste à la base d'une 30aine de noms. Et en fait, déjà sur ces 30 noms, j'ai même pas fait 10 personnes. Parce que j'ai fait des rencontres entre-temps, et comme toi, voilà, des gens qui m'ont dirigé vers d'autres personnes. Et donc, effectivement, c'est infini. Tu parlais de ton amour pour Le Havre, pour cette ville qu'on a vu évoluer parce que tu y as grandi, parce que tu y vis toujours. Depuis ta jeunesse des années 90 à aujourd'hui, quel regard tu portes justement sur l'évolution qu'a eu le Havre? J'ai l'impression que le Havre, c'est une fleur qui s'est ouverte. Pour dire ça autrement, j'avais eu cette discussion-là avec un pote il n'y a pas très longtemps. C'est comme si le Havre était
un adolescent moche. Ouais. Ah, c'est bien cette métaphore. Qui se transforme en top modèle, tu sais, à l'âge adulte. Tu sais, ça arrive souvent. Je sais pas si t'as déjà vu les photos de George Clooney adolescent. Non. C'était non. pas ouf. Ok, bah, j'irai voir. Et c'est devenu le sex symbole que tout le monde connaît. Et j'ai l'impression que le Havre, c'est un peu ça, tu sais. C'est le Havre que tout le monde a décrié, tout le monde trouvait moche. Et finalement, quand les gens regardent un peu plus en détail, ou même avec leur recul, avec tout ce qui a été fait dans la ville d'ailleurs, elle est plus si grise. Moi, je la trouve très colorée, cette ville, en fait. Tu vois, ce qu'on disait, le Havre, c'est gris, c'est moche. En fait, non, le Havre, c'est plein de couleurs. Le Havre, c'est la catène de conteneurs. Tu vois, c'est le symbole de la couleur au Havre. Ouais, par exemple. La catène. T'as déjà un peu culpabilisé de dire que tu venais du Havre? Non, au contraire. Non. J'ai revendiqué, moi. J'assumais à fond. Vous aimez pas le Havre, mais qu'est-ce que vous êtes con. Ouais, toujours, même avant, dans les années 90, justement. Ouais. Complètement. Parce que j'adorais déjà ma ville. Je peux pas dire que mon amour n'a fait que grandir, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours aimé le Havre. Et voilà, ce qui est génial, c'est j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à aimer la ville. Avoir compris la ville. Et je crois qu'on est qu'au début, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent, enfin, aux gens qui l'aiment pas. Je dis, il n'y a pas de souci, t'as le droit de pas aimer cette ville en étant venu plusieurs fois. Voilà, en ayant essayé de voir un peu ce qu'elle était. À ceux qui sont venus une ou deux fois et qui n'ont pas aimé, je leur dis souvent qu'ils n'ont pas compris cette ville. Oui, ou c'est aussi des questions de sensibilité. Il y a des gens qui vont préférer Honfleur parce que c'est pittoresque, parce qu'il y a ce côté très... mais les deux ne sont pas incompatibles. On fait un voyage dans le temps, et je pense que le voyage dans le temps qu'on fait quand on vient au Havre, c'est pas le même. On n'est pas sur la même échelle de temps. Non. Nous, on est dans une ville qui est récente, qui est moderne, de par sa structuration, de par ses bâtiments, de par sa circulation. Donc tout ça, c'est moderne. Donc je pense que c'est vraiment le rapport qu'on a à l'urbanisme. Il y a des gens qui aiment se perdre dans les toutes petites rues en pavé, et il y a des gens qui aiment bien les grands axes, et voilà, et c'est plein de sujets. Il faut tout pour faire un monde. Ouais, c'est plein des sujets que tu évoques. C'est tous les sujets qu'on peut aussi entendre lors des conférences au Festival Béton. Voilà. Par exemple. Julien, on va faire un petit jeu, si tu veux bien. Un petit jeu, je vais te poser Tu innoves. Ouais, j'innove. Je sais que tu connais pas ce petit jeu. Alors on va essayer de le faire ensemble. On fait comme si tu ne l'avais jamais. Ouais, mais je vais faire d'autres réponses. Exact. Bon, tu fais ce que tu veux. Une question, une réponse assez courte. Okay. T'es prêt ? Ok. Qu'est-ce qui te rend fier d'être havrais ? Celle-là, je te l'avais pas posée. Non. Bah justement, je crois que c'est une ville atypique, et c'est bien de vivre dans une ville qui est un peu hors cadre, qui est pas classique, qui est atypique. Le quartier, la ville de ton enfance. Moi, je suis de Montivier à la base. Enfin, j'ai grandi à Montivier. C'est pas grave. Non, j'ai d'abord grandi à Montgaillard. Ouais. Et début de l'adolescence. Tu dis ça comme si t'étais déçu. J'ai grandi à Montivier. Ah non, j'ai adoré Montivier. Ouais, c'est Wisteria. Tu sais, tu vois dans Wisteria Lane dans Desperate Housewives, c'est ça, c'est exactement ça, Montivier. J'ai grandi à la Belle Étoile à Montivier. Mais j'étais au Lombard. Voilà, on était voisins. Effectivement, c'était un peu ça, Wisteria Lane, ouais. Ton endroit préféré au Havre ? Ça dépend des saisons, ça dépend de l'humeur, ça change tout le temps. Et évidemment, la plage. J'aime bien ce petit espace de plage sous le bout du monde, tu sais, où la mer est très proche. Ouais. J'adore cet endroit-là. Après, j'adore le quai Southampton, réhabilité là depuis quelques années. C'est comme si tout un nouveau quartier s'était ouvert. Exactement. Et c'est génial, c'est pelouse, les enfants qui jouent, les festivals qu'on monte. Oui, c'est la caille du béton. Puis ce qui est génial à cet endroit-là, c'est que d'un côté, on a le port, avec tout ce que ça a d'esthétique, un port.
avec les pêcheurs, avec les goélands, et même les porte-conteneurs qui passent. Et de l'autre côté, on a l'architecture Perret, on entrevoit le volcan, le volcan de Niemeyer, l'architecture Perret, et puis il y a le quartier Saint-François aussi en ligne de mire, et derrière nous il y a le MUMA, enfin je sais pas, il y a quelque chose une sorte de point central d'un paysage hyper divers. Enfin je sais pas si je le formule correctement. Ouais, oui. En tout cas c'est ton point de vue, mais je le partage complètement. Donc c'était ton endroit préféré, celui que tu aimes beaucoup moins? Tu sais, quand tu arrives à la plage, avant il y avait un rond-point. Attends, de quel côté? Pour aller vers le parking. Il y avait le parking et tu avais une sorte de rond-point devant le. Aujourd'hui, ça s'appelle. Le bar là, il s'appelle. Le restaurant, le. Il y a l'abricotier, il y a je vois. La Croisette. Ok. Bah là, aujourd'hui, avant il y avait un rond-point et c'était génial le rond-point. Et là, c'est un peu galère. J'aime pas cet endroit-là. J'aime pas y passer. Alors, t'aimes pas précisément cet endroit parce que c'est relou pour la circulation? Ouais, voilà. Ok, voilà. d'accord. S'il faut dire un truc, je vais dire ça. Allez, remettez un rond-point. C'était vachement bien. Donc, un petit appel à l'urbanisme. Remettez un rond-point. Ton resto préféré? Les Fauves, au MUMA. Ton bar préféré? Poisson Rouge. La chose que tu détestes à propos du Havre? Que c'est moche, que c'est gris, qu'il n'y a rien à faire. L'événement de l'année que tu préfères au Havre? Moi, il y a un festival que j'adore, vraiment que j'adore. C'est le Festival du Grain. D'accord, ouais. Festival à Gonfreville? qui s'appelait encore l'année dernière Du Grain à Démoudre. Ouais. Qui est un festival organisé par 25 jeunes. Et en fait, ils font un travail incroyable. C'est unique en Europe. Ce festival, il est unique en Europe et il faut que ça se sache. C'est 25 jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Et toute l'année, ils vont écumer tous les festivals de France, Annecy, Cannes, Clermont-Ferrand, de films. Oui, pardon, c'est un festival de cinéma. Et ils vont chercher des pépites et ils les programment dans leur festival qui a lieu en novembre, généralement. Et l'équipe qui chapeaute ces jeunes est géniale. Je fais un gros bisou à William, à toute l'équipe. Et en fait, la qualité des films qu'ils vont chercher, elle est dingue. Et ce festival, il mérite tellement d'être. Et ils ont fêté leurs 25 ans, fin 2024. Donc là, ils vont travailler sur la 26e édition. Donc c'est un festival qui dure depuis longtemps et qui mériterait d'être vraiment encore plus connu, vraiment identifié, placé sur la carte des meilleurs festivals de France. Je crois que cette année, tu m'en as parlé beaucoup de fois. Donc il va vraiment falloir que je m'intéresse à ce festival. Faut que tu les rencontres. J'ai totalement confiance en ton jugement. Ton artiste à vrai préféré? Ouais, c'est pareil. Là, je vais pas me faire des copains. Parce que j'en connais trop. Je te parlais de White Velvet, je te parlais de Will Karajan, je te parlais de Gaëtan Le Calvez, mais tous ces gens-là, c'est des gens avec qui je bosse déjà sur des projets. J'adore un artiste qui s'appelle Sample Sickness, qui fait des trucs incroyables. Récemment, je suis allé voir la comédie musicale La Haine, et un des comédiens principaux, c'est Alivor. Il est du Havre, il est du Mont-Gaillard. Je crois qu'il est du Mont-Gaillard. Exactement. Et je le connais pas personnellement, et j'ai été bluffé à la fois par son jeu, par sa qualité de rap. Mais lui, il va cartonner, c'est obligé. J'ai été bluffé. Et d'ailleurs, la comédie musicale qui a été mise en musique, toute la DA musicale a été réalisée par un autre Havrais qui s'appelle Proof, qui est accessoirement le frère de Brave, que je crois que tu as interviewé. Exactement, et tu sais que j'ai appris que pendant cette interview qu'ils étaient frères. Et ils sont frères, voilà. Tout à fait. Et le travail de Proof sur la musique de La Haine, c'est, je me suis vraiment pris une claque. C'est exactement ce que j'ai dit en sortant. Aussi, la claque qui a été aussi. La claque que je me suis prise. Et on en parlait aussi avec Brave. C'est vrai que c'est quelque chose qui détonne vraiment dans le paysage comédie musicale et qui est vraiment à voir. Voilà, ils partent en tournée. Je crois qu'ils vont passer à Rouen, à Caen aussi. Je vais y retourner. Moi. Tu vas y retourner, ouais, je vais y retourner. Mais je pense que voilà, ce sera pris d'assaut. Enfin,
C'est tellement incroyable qu'il faut. On vous invite bien entendu à aller voir cette comédie musicale. Faite en partie par des Havrais, du coup. Faite en partie par des Havrais. Et je crois qu'il y en a d'autres. C'est très chauvin. Ouais, bah, tant mieux. Attends, on fait est dans le l'autopromo. pot de yaourt. Bah ouais, voilà. Ouais. On est là pour ça. Si le Havre était un animal, La salamandre, évidemment. évidemment. Si le Havre était une chanson, Je vais faire encore le chauvin, Mhm. qui s'appelle Grapes, que j'adore. Ils ont écrit une chanson qui s'appelle Earl Grey City, qui parle de la ville. Ah, attends, je peux dire un autre truc. Vas-y. Je peux dire une deuxième chanson. Vas-y. Manhattan-sur-Mer, la plage en hiver. C'est très Le Havre. Je les ai découverts cette semaine. C'est drôle que tu me Ouais. parles de ça. Et cette chanson, c'est un tube absolu. Ouais, Ouais. je suis complètement d'accord. Le clip est très cool aussi. Le clip est très cool. Tout ce qu'ils font, c'est cool. Je les ai vus en concert cet été et vraiment, je suis sorti du concert en me disant, mais putain, qu'est-ce que ça défonce. Donc si le Havre était un film, The Sound of Noise. Un film qui est génial et qui est complètement en dehors du cinéma habituel. C'est un peu Ouais. expérimental. C'est des musiciens qui font des attentats musicaux. ok. Et en fait, ils détestent la musique qui passe à la radio et du coup, pour se venger, ils vont dans des endroits et avec tout ce qu'ils trouvent autour d'eux, ils font de la musique. Et c'est bon, bref. Enfin, je vais pas te faire le synopsis du film, mais allez voir, tapez The Sound of Noise, Ouais. regardez la bande-annonce et voilà, c'est Le Havre. Difficile ce petit jeu. C'est dur, hein. Ouais, C'est dur très hein, très dur. de faire un choix. Ouais, de réfléchir du tac au tac. Ouais, parce qu'il y a plein de possibilités en fait. Et Mais oui. trouver la meilleure, c'est. Ouais, et c'est souvent ce surtout que qu'il y je a vais de plus difficile. repartir Tu vas et pas- je vais penser, je vais me dire, ah, j'aurais dû dire ça. Bah écoute, je t'inviterai une troisième fois et on refera. Et si tu veux, tu pourras Faut que tu changer. réfasses la bande alors. Ouais, non, celle-là, je vais la garder. Mais je te promets, c'est pour une prochaine, tu pourras les changer comme tu veux. Ok. Julien, il y a une dernière casquette que tu portes dont on n'a pas parlé, c'est celle d'entrepreneur. Parce que tu as monté en 2006 l'agence de com Intro. La com, c'était pas forcément ton métier à la base. Non, pas du tout. Moi, j'ai plus une formation commerciale. Après, j'ai bossé dans un service marketing et tout ça ne me plaisait pas des masses. Par contre, depuis que je suis ado, moi à l'époque, je regardais Culture Pub. Moi, je suis un gars de Culture Pub trop bien. sur Sur M6. M6. Et Badumba. Christian Blachas. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les métiers de la publicité et de la communication. Et il y a un moment, je me suis dit, ouais, je suis peut-être pas plus con qu'un autre, je vais essayer de monter mon agence, puis je vais voir le temps que ça dure. Et ça y est, ça fait Assez Là, jeune. T'as quel âge quand tu montes Intro 25. Ouais, c'est très jeune. Ouais. Et surtout sans avoir été formé à ça. Ouais. Là, tu te lances un peu à corps perdu dans un univers que tu connais pas des masses. Que je connais pas des masses, mais je pars aussi du principe que la com, bon, il y a des bases qu'il faut apprendre, mais c'est aussi surtout de l'intuition et de comprendre les environnements et de comprendre, d'avoir une lecture quand on va chez un client, il faut surtout se mettre dans sa peau et comprendre Quels sont ses besoins? quels sont ses besoins, comment fonctionne son marché, qui sont ses concurrents, etc., pour pouvoir essayer de faire des pas de côté et d'apporter de l'amélioration. Et en fait, ça, on peut le transposer presque à n'importe quel type de client, finalement. Que ce soit une collectivité, un industriel, un commerçant, tout le monde a les mêmes problématiques. Donc, quand tu as bien identifié ce que sont les problématiques de quelqu'un qui a besoin de communiquer, bah, finalement, je vais pas dire que c'est assez facile, mais c'est pas... c'est assez inné de faire de la com. La plupart du temps, quand des clients viennent te voir, est-ce qu'ils savent précisément ce qu'ils veulent? Non. Non, voilà. Ou alors tu joues aussi ce rôle de conseil? Ah ben, c'est avant de produire, on fait du conseil. Ouais. Ouais. La base de notre métier, c'est du conseil en communication. Donc, c'est bien comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et proposer des méthodologies, des plans de communication pour améliorer les choses. Et ça va faire 20 ans que ça dure. Et t'es plutôt heureux? Ouais, je suis épanoui, ouais. Bah, parce que déjà, c'est génial. Chaque client, c'est nouveau. Mmh. Donc, en fait, on s'ennuie jamais dans notre boulot. Tu ne travailles pas que localement? Non. Voilà. Non, on travaille. Tes clients partout? Ouais, j'ai des clients sur Paris. L'année dernière, on a bossé avec un client à Chalon-sur-Saône. Il y en a un peu partout. On a même bossé à l'international aussi. Ouais. Donc non, c'est...
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je te disais que les problématiques étaient globalement les mêmes, mais chaque client est différent. Donc finalement, à chaque fois, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de créer pour lui. Il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment... Et ça revient un petit peu à ce que tu me disais tout à l'heure, artistiquement. Toi, t'aimes bien la page blanche. J'imagine que très souvent, il y a des clients qui vont venir te voir dont tu ne connais pas du tout l'univers. Ouais. Voilà, toi, tu pars clairement aussi d'une page blanche. Complètement. Et c'est génial d'apprendre à connaître ce client, de voir comment lui, il crée, comment il produit. Que ce soit un restaurateur, que ce soit un industriel. Il n'y a pas très longtemps, on a rencontré une boîte qui fait des machines pour faire des yaourts. Mais en fait, quand il nous fait visiter son entreprise, lui, il en parle avec passion. Et en fait, c'est hyper communicatif. C'est génial. Et du coup, nous, on a envie de l'aider et de faire C'est simple. Enfin, faire des yaourts, entre guillemets, ça paraît simple. Mais c'est toujours passionnant de voir... les procédés. De voir les procédés. De voir les procédés, de voir l'intelligence qui est mise là-dedans, En fait, tout ça, c'est de la créativité. Même dans la grosse ingénierie, il y a de la créativité. Et c'est génial de pouvoir aider ces gens-là à se positionner sur leur marché, à améliorer leur chiffre d'affaires, à les conseiller sur des plans de communication, des stratégies de communication, essayer aussi de temps en temps de leur faire des petits pas de côté en leur disant ouais, vous avez vu, si aujourd'hui vous faites ça, mais si vous faisiez ça, ça pourrait être mieux pour vous. Et toutes ces rencontres-là, moi, elles m'enrichissent au quotidien. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour, ça va faire 20 ans et j'ai encore l'impression qu'à chaque nouveau client, j'apprends des nouvelles choses. Et tant que je suis pas blasé, je continue. 20 ans, bientôt. On parle pas. Ouais. Un truc de prévu pour les 20 ans de l'agence ? Il va falloir que je commence à y penser. Ouais. Mais tu sais, c'est comme tous les ans, on se dit qu'il faut qu'on fasse une carte de vœux et puis on arrive au 30 janvier et on se dit ah putain, on n'a pas fait la carte de vœux. Ouais. Donc peut-être quelque chose pour les 20 ans. Je parlais aussi en intro d'un autre projet. Ouais. Un projet qui se met en place en ce moment. On en a déjà parlé tous les deux. Ce projet, il s'appelle Biscuit et il combine un peu toutes tes passions. Voilà, les projets culturels, la musique, la com, dans un seul et même projet. Qu'est-ce que Biscuit, Julien ? Biscuit, ça sera, parce que c'est pas encore né et on y travaille. Ce sera une application dont le but est de recenser tous les événements culturels un peu partout. Donc, au départ, ça va être lancé au Havre, puis après Rouen, puis après Caen. Et l'idée, c'est que ça devienne national d'ici quelques années. Mais l'idée, voilà, très local. À chaque ville, son programme. C'est ça. Qu'on puisse recenser tous les événements culturels d'une ville. Et en l'occurrence, en récupérant les données des différents lieux qui ont des programmations. Et quand je parle des lieux, ça peut aussi être les toutes petites initiatives portées par des petites assos. Notre ambition, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Que ce soit une petite salle d'expo de 20 mètres carrés ou une scène nationale ou une SMAC. Et qu'à l'intérieur de l'application, on puisse se rendre compte qu'on puisse se dire bah tiens, ce soir il y a ça ou ça à faire, pour que plus personne puisse dire qu'il n'y a rien à faire au Havre, par exemple, entre autres. C'est le constat que tu t'es fait pour justement monter Biscuit. Il y avait un manque dans le côté programmation, dans diffusion de la programmation. En fait, oui et non. Aujourd'hui, elle est diffuse. C'est-à-dire qu'il y en a qui communiquent sur leur site internet. Il y a des villes qui communiquent au travers du site de leur ville. Il y a des offices du tourisme qui communiquent aussi sur la culture. Et il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont multiples. Et c'est pas toujours les mêmes façons de communiquer. Il y en a qui écrivent des pavés, il y en a qui écrivent de lignes. Donc l'information, elle est très diffuse. Ce qui fait qu'on se perd vachement. Je mets au défi quiconque d'arriver dans une ville et d'avoir une lecture très claire de ce qu'il y a à faire ce soir. Ça n'existe pas. Et comme on s'est dit que ça n'existait pas... Et tout art confondu. Que ce soit tout art théâtre, confondu, voilà. Théâtre, danse, musique... Oui, c'est compliqué d'avoir le programme du soir c'est ça. entier. C'est compliqué. Et on s'est dit, c'est fou qu'il n'y a pas une appli de référence qui recense tout ça.
Donc on a dit, on va le faire. Donc c'est en cours. J'espère qu'on va aller au bout du projet parce que c'est beaucoup plus chronophage que ce que j'aurais pu croire au début. Déjà en termes de développement. C'est combien de temps que vous bossez dessus ? Là, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. Et puis on a eu quelques petites déconvenues. On a eu des financements qui devaient arriver et qui finalement n'arrivent pas. Ouais. Et forcément, tout ça fait. En fait, le projet, il avance, il recule. Je crois que tous les entrepreneurs connaissent ça. Hein. Il y a jamais de ciel bleu tout le temps. Et donc on bosse là-dessus et j'espère vraiment que ça va sortir cette année. Et ça dépend pas que de nous. J'imagine. C'était ma question. Là, qu'est-ce qui manque vraiment pour pleinement là, lancer Biscuit et au moins avoir une date sur son lancement ? Là, il manque quelques investisseurs. Ouais, clairement. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau avoir une bonne idée, on a beau avoir les ressources en termes de compétences, il y a quand même de l'infrastructure qui coûte cher. Il va y avoir de la com à faire, il va y avoir du temps à dégager pour aller voir tous les lieux, présenter le projet, aller dans les villes et voilà. Et forcément, pour avoir ce temps-là, il faut avoir les moyens de le prendre. Et pour l'instant, c'est ça qui est un peu compliqué, à cause des déconvenues qu'on a eu récemment. On touche du bois. Biscuit pour 2025. En tout cas, c'est vraiment, effectivement, quand tu m'en as parlé, un super projet. Mais j'y crois, j'y crois profondément. Et en fait, je suis même surpris que ça n'existe pas encore. Ouais. Donc on s'est dit, on va le faire. Et puis, je rentre pas dans les détails, mais on a pensé plein de fonctionnalités pour que cette appli devienne aussi bien un agenda, mais aussi un réseau social pour que les gens à l'intérieur puissent se connecter, puissent se dire tiens, tu veux venir à tel endroit avec moi, etc. Et il y a aussi toute une vocation à mettre en lumière les artistes au travers de l'appli pour que les artistes, tous les créateurs, quels qu'ils soient, les troupes de théâtre, les musiciens, les peintres, en fait, puissent présenter leur art, se connecter avec les lieux et se connecter avec leur public sans passer par les algorithmes pourris des réseaux sociaux qui sont d'ailleurs de plus en plus pourris. Ces dernières semaines, on a vu qu'ils étaient vraiment merdiques. Et moi, je pense que ces réseaux-là, on est sur la fin, ils sont en train de mourir. Alors, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de mourir, mais moi, je suis persuadé qu'ils sont en train de mourir. Et que toutes les petites initiatives comme ça, ils ont vocation à justement marcher et à aller chercher juste des gens qui ont envie de faire connaître ce qu'ils font, que ce soit les lieux qui ont besoin de faire connaître leur programmation, que ce soit les artistes qui ont besoin de dire moi je me rappelle d'une époque qui était MySpace. T'as connu MySpace? Ouais, évidemment. Et MySpace évidemment. C'était génial, il y avait MySpace. Je faisais de la musique à l'époque, monsieur. C'est vrai. Nos premières compos néo-metal, on les mettait sur MySpace. Mais c'était génial MySpace parce qu'on se connectait directement avec la fanbase. Aujourd'hui, t'as beau avoir une page Instagram, t'es quand même pris dans le filtre d'un algorithme, t'arrives pas forcément à aller toucher le public que t'as envie de toucher. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi qui viens de sortir un album, par exemple, et j'ai beau être un communicant, je suis noyé dans le flot de qu'est-ce que je dois faire pour que mon album soit un tout petit peu visible. Alors après, tu peux faire du lien sponsorisé, etc. Ça coûte une blinde. C'est très compliqué d'avoir un vrai retour sur ce que tu achètes. Et puis il y a des chiffres, mais les chiffres sont quand même un peu particuliers. Tu sais combien de personnes t'as touché. Tu sais que potentiellement, tu peux les toucher à un endroit assez précis. Mais l'art devient marketing. C'est horrible. En fait, c'est horrible. Enfin, en gros, ça suppose tu aimes ce qui est le plus visible. Enfin, tu vois, alors qu'en vrai, il y a des trucs pas visibles qui sont 1000 fois mieux. Mais c'est Brave qui me disait aujourd'hui, l'industrie de la musique a un peu changé. Tu fais le buzz et tu sors quelque chose. Tu vois, c'est parce que tu as fait le buzz que tu réussis à sortir quelque chose. Lui, il me disait un peu l'inverse. Je vais essayer de continuer sur l'ancienne méthode, justement buzzer avec un truc que tu as déjà fait. Ouais, parce que il est comme moi. Il croit dans le pouvoir de l'art, de la musique, et de la création. En fait, quand tu crées
le but, c'est de susciter de l'émotion dans les oreilles ou dans les yeux de quelqu'un. Et la rencontre entre une œuvre d'art et un public dont le vecteur est l'artiste, l'artiste crée une œuvre d'art et qui est censée toucher un public. En fait, aujourd'hui, c'est complètement parasité par une multiplicité de supports de communication qui polluent un peu polluent un peu parce que eux-mêmes ils ont leurs règles de tiens, tu veux être visible, donc il faut plutôt faire ça, au point où finalement l'artiste ça lui ressemble pas. Eh ben écoute, en tout cas hâte de voir Biscuit sur le marché. Comme toi, je suis persuadé que c'est une idée géniale et qui mérite vraiment d'être sortie, et je serai un des premiers clients, bien évidemment. Tu seras même bêta-testeur. Eh ben écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Julien, on arrive à la fin de cet épisode. La question traditionnelle que je pose à tous mes invités qui passent derrière ce micro, c'est pas toujours simple. Julien, cette question, la voici. Le Havre, pour toi, ça représente quoi ? Avec tout ce qu'on a dit, j'ai presque envie de dire que ça représente tout. Non, mais le Havre, je suis enraciné au Havre, moi. J'en suis jamais parti. J'ai fait mes études au Havre, j'ai travaillé au Havre, j'ai créé des projets au Havre. J'en suis jamais parti. Donc, tu sais, ça fait partie de ma famille, le Havre, en fait. C'est un membre à part entière. Mais non, mais c'est dingue ce que je veux dire. Mais quand je me balade dans la ville, j'ai l'impression qu'elle m'appartient. et j'espère que tous les gens qui se baladent dans la ville pensent comme moi. Ouais. Mais tu partages, t'es sympa. Mais oui, complètement. Tu vois, j'ai des potes parisiens qui sont venus ce week-end, je leur ai fait visiter l'église Saint-Joseph et j'ai l'impression de leur faire découvrir mon église Saint-Joseph, en fait. Donc ouais, non, ça fait... ça représente tout le Havre. J'en partirai pas d'ailleurs. Je le dis, je m'y engage solennellement à rester au Havre et d'être enterré ici. Bah écoute, c'est enregistré. C'est enregistré, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre, Julien, pour cette deuxième interview. Ouais, t'as vu, on n'a pas dit du tout les mêmes choses. Non, on est parti clairement dans d'autres directions, et tant mieux qu'on n'ait pas fait exactement la même chose. Merci Julien d'avoir accepté de venir une deuxième fois à ce micro. Avec plaisir. Julien, ton actu c'est Disque, voilà, qui est dispo en physique. En physique, ouais. On peut commander l'album sur lamaisondedisque.fr. Évidemment, ça coule de source. Disque DISC. DISC, voilà. L'agence de Com Intro, bien sûr. Le nouvel album de nuit qui va arriver bientôt. Ouais. Donc pas mal de choses là pour 2025. Merci beaucoup Julien. Je voulais aussi remercier très spécifiquement la Normandie Web School qui nous accueille aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Donc merci à la Normandie Web School. Et puis en ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Ciao.